Merci d'être avec nous sur la première chaîne d'information, la première Burkina Info Télévision. Bienvenue sur nos antennes et merci de nous rejoindre à l'émission Le Grand Déballage qui aujourd'hui reçoit un jeune Burkinabé. Il a moins de 30 ans. Il vit actuellement aux États-Unis. Abdul Rachid Ouedraogo est avec nous. Il est entrepreneur, élève pilote au niveau de la ville d'Atlanta qui fait partie de l'État de Georgie aux États-Unis. Monsieur Ouedraogo, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de la télévision Burkina Info. Alors, la question qu'on pose à tous nos invités, comment vous allez côté santé et famille? Oui, ça va, Dieu fait grâce. Et chaque fois que vous mettez pied au Burkina Faso, quel est le sentiment qui vous anime? Sentiment de joie et de retrouver la mère patrie. Et il y a toujours la nostalgie du pays. Où qu'on soit, on est toujours le plaisir de rentrer chez soi. Alors, vous êtes parti aux États-Unis à 19 ans. Oui. Racontez-nous déjà comment tout cela s'est passé, parce que beaucoup de jeunes veulent faire comme vous. Ils se posent des questions, est-ce qu'il y a des opportunités, il y a des perspectives allant dans ce sens-là? Oh oui, à mon niveau, je suis allé juste après mon bac. Voilà, j'ai réuni la famille, j'ai expliqué un peu mon projet d'aller continuer mes études aux États-Unis. Donc voilà, ils m'ont soutenu pour que je fasse un visa étudiant pour aller aux États-Unis. Voilà. Et pour ce qui est des États-Unis, il y a plusieurs manières d'aller. Voilà, vous pouvez demander un visa touriste pour aller, ou bien pour aller pour étudier. Généralement, la majorité, ils vont pour les études. C'était quel bac déjà avant d'aller? Un bac D. Un bac D. Alors, pourquoi avoir choisi de partir au lieu de faire des études dans les universités au Burkina Faso? Oh, bon, ce que moi je cherchais, c'était beaucoup plus... Je suis allé pour faire l'administration des affaires. Okay. Et quand qui dit affaires, c'est que les États-Unis, c'est le pays par excellence des affaires. C'est beaucoup plus la raison. Et aussi l'envie de voir le monde, de voir ce qu'il y a ailleurs. Donc, mais certains diront peut-être que c'est parce que vous êtes issu d'une famille aisée. Est-ce que c'est le cas? Oh non, 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 ce n'est pas le cas. Oui. Ce n'est pas du tout le cas. C'est comme je vous ai expliqué, pour le départ, il a fallu qu'une tante mette sa main ici, un oncle pour prendre ceci, donc pour faire la somme de choses. Donc, ce n'est pas du tout. Il y a beaucoup de Burkinabés qui, voilà, d'autres ont dû, leurs parents ont dû vendre des parcelles pour qu'ils puissent aller aux États-Unis. C'est beaucoup plus une question d'ambition. Et voilà. Il y en a même qui, ce n'est pas leurs parents directement qui ont aidé à financer. Il y en a qui ont été voir des oncles ou bien des amis qui ont prêté pour aller. Donc, et pour votre cas, justement, combien la famille a eu à mobiliser pour faciliter le voyage? En un temps, autour de 5 millions. Autour de 5 millions de francs CFA. Oui. Est-ce que déjà, avant que vous ne puissiez partir, on vous a mis des pressions pour vous dire on s'est fatigué pour vous, vous devez nous rembourser notre argent ou bien vous devez être un homme honnête et sincère? Oh non, bon, généralement, on est africain, généralement dans ce genre de cas, quand la famille investit sur vous, oui, c'est pour bien évidemment que voilà, il puisse y avoir le retour sur investissement. Pas sur investissement, mais au moins qu'on vous soutienne pour que vous aussi vous puissiez soutenir les frères qui arrivent. Donc c'est beaucoup plus ça. Donc il y a eu une réunion de famille autour de vous alors? Oh bien évidemment. C'est l'argent, à mon âge, j'avais 19 ans, on ne pouvait pas vous remettre une telle somme juste comme ça. Donc il a fallu que voilà, on s'asseye, on discute et puis bon, on voit la faisabilité de la chose et tout. Et puis, je pense que l'attitude étant élève compte aussi. Il y a beaucoup de gens qui disent que non, bon, et nous, on n'a pas l'opportunité, on n'a pas si. Mais je vous assure que dans mon cas, les parents n'avaient vraiment pas les moyens. Mais bon, d'abord, étant élève, ce que tu fais, ton attitude, montre aux parents qu'on peut oser avec eux. Ouais. Il y a des gens qui ont les parents qui ont les moyens, mais qui ne le feront pas. Parce qu'ils se disent que sûrement, parce que l'attitude qu'ils montrent déjà ici, c'est pas sûr que de l'autre côté, ils puissent faire mieux. Ouais. Mais les 5 millions, justement, c'était exactement pourquoi? Est-ce que c'est de l'argent liquide en dollars qu'on vous a donné ou bien ça faisait partie de l'obtention des papiers et tout? Oui, l'obtention des papiers, les procédures et tout, et puis bon, inclut le billet d'avion et tout ça. En allant aux États-Unis, en ce moment, vous avez combien comme dollars sur vous? Oh, en allant aux États-Unis, j'avais $300 sur moi. J'ai atterri à New York et il y a une personne qui devait venir me chercher. Et bon, on m'avait donné une adresse et un numéro de téléphone qui t'appelait. Bon, moi je suis arrivé, je ne connais personne pratiquement à l'aéroport de JFK.
Et j'avais l'adresse sur un bout de papier. Et le taximan, dès que vous arrivez à l'aéroport, le taximan vous dit « Oh, on va vous amener. » Bon, moi j'ai dit « Pas de souci, j'ai mon adresse, c'est là où je vais aller. » Donc ils ont pris l'adresse. En ce moment, je ne savais même pas, c'est à l'aéroport on a échangé l'argent pour me donner. Donc je ne savais même pas à quoi ressemblait le dollar, je ne savais pas c'était combien exactement. Mais bon, c'est après que j'ai vu la valeur qu'ils ont dû échanger. Ça correspondait exactement à $300. En fait, c'était vraiment un saut dans l'inconnu. Oui, c'était vraiment un saut dans l'inconnu. Et arrivé, il y a un premier taximan qui m'a pris. Il a fait le tour de l'aéroport. Il est venu me déposer. Il me dit que bon, que lui doit rentrer. Quelqu'un doit prendre la relève. Et il m'a dit, où est ton argent? Bon, j'ai présenté l'argent. Ils m'ont dit, ça fait $100. J'ai compté, il a pris. Ah, je ne suis pas à l'adresse. Un autre taximan qui m'a pris encore. Lui aussi, il a fait le tour de la ville. Allait me déposer ailleurs. Lui aussi, il a pris $100. Et c'est finalement une troisième personne qui m'a amené là où je devais aller. Donc, bon, arrivé là-bas, je n'avais que $3 restants. Chose que j'ai gardée même comme souvenir jusqu'à présent. Jusqu'à présent, c'est intéressant. Mais vous savez, souvent, le débat qu'on mène, un jeune de 17 ans qui doit aller aux États-Unis, les parents ont peur parce que très souvent, certains sont partis, sont tombés dans la drogue, dans l'alcool et tout ce qu'il y a comme chose négative. Oui, est-ce qu'il y avait ce risque-là qui planait sur vous? Non, c'est ce que j'expliquais tantôt. Puisque généralement, pour que les parents, et si c'est un seul parent, on peut comprendre, mais c'est toute une famille, des oncles et tout, c'est que votre attitude étant ici, d'abord, doit les convaincre que vous n'êtes pas ce genre de personne. Oui. Donc, si déjà ici, bon, vous êtes difficile à cadrer ou à recadrer, ça serait vraiment difficile que les gens vous fassent confiance. Mais bon, généralement, nous, on n'a jamais eu ce genre de problème ici. Donc, ça facilite un peu plus la confiance. Avec donc, les jeunes qui nous regardent, qui veulent certainement tenter l'aventure, il faut qu'ils commencent par être corrects d'abord dans leur famille, hein, montrer aux parents qu'ils sont sincères et honnêtes. Oui, c'est beaucoup plus la base. Parce que c'est comme je vous ai dit, il y a beaucoup de gens que je connais qui vivent aux États-Unis dont les parents n'ont contribué même un seul franc. Par exemple, il y a des voisins qui ont vu, lui c'est un jeune correct, et ici il avait la chance. Il les a appelés. Qu'est-ce que tu veux faire? Ah, il a dit, il a soumis son projet d'aller aux États-Unis. Il y a des gens qui les ont aidés à partir. Mais c'est d'abord par leur attitude, par leur comportement dans la société. Et ça compte beaucoup. Oui, ça compte beaucoup. Surtout qu'aux États-Unis, c'est tellement réglementé, il n'y a pas vraiment la place pour... Ce que nous on faisait ici, on ne peut pas faire ça là-bas. Dès que vous êtes arrivé, après déjà les taxis, le premier contraste que vous avez constaté entre les États-Unis et le Burkina Faso, c'était quoi? Oh, là-bas, je me rends compte que même à minuit, par exemple, juste quelque chose de banal, même les feux tricolores, les gens respectent. Il n'y a pas de police à côté. C'est vrai qu'il y a des caméras à certains endroits, mais la discipline y est. Même à minuit, 1h du matin, les gens s'arrêtent au stop. Le stop, c'est obligatoire là-bas. Les gens s'arrêtent au stop avant de partir. Même sans policier. Chose qui, ici, n'est pas vraiment le cas. Oui. Là-bas, 2 personnes font la bagarre. Un inconnu appelle la police rapidement. Ils interviennent. Donc, c'est beaucoup plus structuré. Donc, il faut vraiment de la discipline pour vivre dans ce pays. Il nous revient que même des Burkinabés qui ne respectent pas le code de la route ici, quand ils arrivent aux États-Unis, ils deviennent une autre personne. Non, oui, parce qu'il y a des exemples. Il y a des gens qui ont voulu se jouer les héros. Bon, ils se sont retrouvés en prison. Voilà, parce que là-bas, même juste pour excès de vitesse, il y a une certaine vitesse que si vous atteignez, ça équivaut forcément à la prison. Voilà, et généralement, si ça dépasse juste 2 ou bien 5 km/h, on peut vous juste donner des contraventions. Mais une vitesse, si vous atteignez ça, non, une contravention ne fait pas. Il faut forcément aller en prison. Et les premiers pas du jeune de 19 ans, quand vous êtes arrivé, c'était comment? Est-ce que déjà c'était l'acclimatation ou bien il fallait commencer à déjà chercher? On vous a dit qu'il fallait faire des petits boulots ou bien c'était quoi exactement les premiers pas? Oui, chez moi, je suis allé en octobre. Et il faisait extrêmement froid en ce moment. Et c'était vraiment difficile de travailler et tout. D'abord, il faut comprendre que si vous allez aux États-Unis pour étudier, vous n'avez pas le droit de travailler. Vous n'avez pas le droit de travailler. Donc, ça veut dire que si vous demandez le visa, vous partez aux États-Unis, ça suppose que vous avez les moyens pour suivre vos études. Mais la plupart des jeunes Africains qui vont pour les études finissent par faire des petits boulots. Oui, mais il y a ce qui est sur le papier, mais il y a la réalité. Okay. Vous voyez, sur le papier, vous n'avez pas de travail, mais la réalité est toute autre. Donc, bon, bien évidemment, tout le monde fait des petits boulots un peu à gauche, à droite pour pouvoir s'en sortir. Parce que là-bas, le plus grand dépense, c'est le loyer d'abord. Le loyer coûte extrêmement cher. Vous voyez. Ensuite, il y a le téléphone qui se paie par mois. Il y a le Wi-Fi. Et bon, bien évidemment, vous devez manger. Il y a le transport qui est là. Donc, il y a beaucoup trop de dépenses. Oui. Donc, ça incite beaucoup plus les gens à travailler. Et parce que vous n'avez pas le choix. Vous partez, vous voyez les SDF dans la rue, surtout en décembre.
où il fait extrêmement froid, vous n'avez pas envie d'être dans cette situation. Donc, vous êtes obligé de travailler. Quand vous êtes arrivé, déjà vous êtes étudiant, vous n'avez pas le droit de travailler. Comment vous êtes débrouillé pour les premiers moments? Est-ce que c'était très difficile? Oh oui, c'était difficile, puisque d'abord, ce qu'on m'avait expliqué comme frais de scolarité, et arrivé là-bas, bon, il y a des parents qui devaient mobiliser ça aussi pour m'envoyer. Finalement, il y a eu des soucis, donc ils n'ont pas pu. Les frais de scolarité s'élevaient à combien déjà? 10 000 $ pour le semestre. 10 000 $ pour le semestre, Oui. pas pour l'année? Non, non, pas pour l'année. Okay. Là-bas, c'est beaucoup plus de semestres. Alors quand on prend déjà 10 000 $, quand on veut convertir, actuellement en tout cas là où nous sommes, c'est plus de 10 millions de francs CFA. Non, 10 000 $, c'est autour de 5 millions. Autour de 5 millions, oui. Comme ça, autour de 5 millions, ok. Oui. Non, moi je m'excuse, pour les 10 000 $, c'est beaucoup, c'est pour le programme. En allant, le programme, c'est pour le programme d'anglais. Le programme d'anglais, c'est ça qui coûte autour de 10 000 $. Voilà. Donc, arrivé, bon, il y a eu des soucis au pays, donc on ne pouvait pas m'envoyer ça. Donc j'étais obligé de faire des petits boulots, voilà, pour pouvoir joindre les deux. Bon. Est-ce qu'en ce moment, il y avait l'esprit du Burkinabé, il y a ce genre de boulot que moi je ne fais pas ou quoi que ce soit, non? Oh, au début, oui. Au début, oui. Parce que, bon, on est beaucoup là-bas. Il y a beaucoup d'Africains, beaucoup de choses. Bon, nous, ayant quitté le pays, se disant, ah, nous, on est des jeunes boss et tout. Vous arrivez, on vous dit de sortir, de nettoyer le parking. Les filles passent, vous les gardez. Bon, au début, on avait un peu honte. Mais après, on s'est rendu compte que tout le monde fait ce genre de boulot ici. C'est l'aventure, donc il n'y a pas à avoir honte. Et les premiers boulots que vous avez fait, c'était quoi et quoi? J'ai été en aide dans une alimentation. Voilà, je nettoyais le parking comme je le disais. Et il faut accompagner les clients avec les provisions. Et c'était beaucoup plus ça. Après ça, j'étais gérant dans une boutique de mèches où je vendais les mèches. Et après ça, j'ai fait quand même quelques petits boulots. Est-ce que ces petits boulots-là, ça rapporte? C'est payé à l'heure, non? Oui, c'est payé 2 ou 3 $ de l'heure? Oui, c'est payé à l'heure. Oui. Puisque généralement, ça dépend. Par exemple, il y a un salaire minimum aux États-Unis imposé, et le SMIC, comme ici, je crois. Mais ça dépend des États. Voilà. Par exemple, à New York, ça peut être 10 $, et par exemple, en Georgia, ça peut être 8 $. Et puis, ça évolue en fonction du temps. Maintenant, je n'ai pas le chiffre exact, mais en ce moment, j'avais déjà déménagé à Georgia parce que je ne pouvais pas tenir la chaleur la fraîcheur de New York. Et là-bas, je pense que le salaire minimum était de 8 $. Mais bon, comme le petit boulot, généralement, tu n'as pas les papiers pour le faire, on vous paye généralement à 5 $. Voilà, donc, c'était à prendre ou à laisser. Est-ce que cet argent, justement, c'était juste pour la survie ou bien ça vous a permis de commencer à envoyer quelque chose au Burkina Faso? Oh non, bien évidemment, parce qu'il faut commencer à envoyer quelque chose au pays. Dès les premiers moments, avec les 5, les 10 $, vous envoyez déjà quelque chose à la famille? Oui, à la famille. Oui. Parce que, bon, généralement, quand vous venez d'arriver, vous n'avez pas trop de dépenses. Les dépenses ne sont pas assez... par exemple, aujourd'hui, maintenant, on a beaucoup plus de dépenses qu'avant. Mais au début, bon, il y a beaucoup trop de dépenses comme ça. Donc, les 5-10 $, si vous êtes vraiment assidu au travail, parce que généralement, les Américains là-bas, ils travaillent généralement 8 heures. Il y a des boulots qui requièrent beaucoup plus, mais généralement, c'est 8 heures de travail. Mais nous, dans les petits boulots, nous travaillons pratiquement du matin au soir. Ouais. Donc, bon, après, si tu additionnes les heures, souvent, c'est assez intéressant. Donc, on arrive à payer nos petites factures et puis, bon, envoyer quelque chose ici à la famille. Et vous avez fait ça pendant combien de temps? Oh, j'ai fait ça pendant au moins 3 ans. 3 ans. 3 ans, oui. Est-ce qu'il fallait faire le bain linguistique? Parce qu'on en parle très souvent. Quand vous quittez un pays comme le Burkina, c'est un pays anglophone, il faut faire le bain linguistique, les petits boulots, avant de continuer vraiment à faire les études. Est-ce que tout cela vous a permis d'avoir une autre image de la vie que l'on doit avoir? Oh oui, bien évidemment. Ouais. Et pour ce qui est de la langue, et par exemple aux États-Unis, généralement, on interdit même le fait de ne pas donner du boulot à quelqu'un à cause de la langue, c'est interdit. Oui. Donc, ce qui se fait, c'est que généralement, nous, on apprend avec la langue. Et pour moi, c'est la manière la plus facile d'apprendre la langue. Oui. En travaillant, bon, généralement, au début, on vous parle, vous ne comprenez pas. Mais bon, quand il y a le temps, quand il y a un temps libre, on est assis, on tape sur Google, on essaie de voir le mot, ce que ça veut dire et tout ça. Et puis, bon, on essaie de se cultiver. Le plus grand problème, ce n'est pas la langue, c'est beaucoup plus l'accent. Oui, c'est beaucoup plus l'accent. Parce qu'ici, on nous apprend, et ce qu'on nous apprend à l'école, ici, à l'école, c'est bon, il y a un good morning, c'est beaucoup plus lent. Là-bas, c'est hey, good morning.
Oui, donc c'est beaucoup plus contact. Donc il faut avoir l'oreille juste pour comprendre. Souvent tu peux connaître le mot, mais à cause de la prononciation, c'est un problème. Est-ce à dire aujourd'hui, c'est peut-être le message aussi à l'endroit des élèves qui nous regardent, il ne faut pas négliger l'anglais. Oh non, l'anglais c'est important dans beaucoup de choses. Ouais. Beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, l'anglais et demain peut-être le chinois et Le mandarin, oui, le mandarin, ça va être vraiment des langues incontournables dans le monde. Est-ce que dans les petits boulots, vous étiez beaucoup de Noirs africains qui faisaient les mêmes petits boulots aux États-Unis, surtout à New York ou en Géorgie? Généralement, c'est nous qui faisons ce petit boulot. Ouais. Oui, parce que généralement, ce n'est pas bien payé et les Américains n'en veulent pas. Ouais. Donc c'est nous, beaucoup plus les Africains et les Mexicains aussi. C'est nous qui faisons ce boulot. Est-ce que les 3 premières années, à un moment donné, vous vous êtes dit, Burkina Faso, est-ce que je ne vais pas revenir chez moi? Oh non, non, non. Il n'y a pas eu de découragement à un moment donné parce non, que la vie n'était pas très intéressante comme vous l'aurez souhaité éventuellement? Non, c'est comme je vous explique, ça dépend vraiment de ce que vous faisiez ici. Il y a des gens qui, par exemple, étant ici, ils s'aimaient le show, donc forcément le week-end, ils doivent faire ci. Mais bon, moi, ce n'était pas vraiment le cas. Donc, travailler du matin au soir, rentrer dormir, de faire la même chose, bon, ça ne me dérange pas vraiment. C'est beaucoup plus la routine que les gens n'aiment pas. Donc, à part ça, non, non, non. C'était relax. Alors, jeunes, est-ce qu'il y a des groupes? Parce qu'on nous dit ça régulièrement aux États-Unis, le commerce de drogue est un phénomène qui a pris de l'ampleur un peu partout. Est-ce que vous avez eu des gens qui vous ont fait des propositions, vous ont contacté dans ce sens-là? Non, contacté, non. Mais par exemple, comme je vous ai dit, j'ai été gérant dans une alimentation et dans une boutique où on vendait des mèches. Les Américains, généralement, ils tournent autour de là où il y a les gens. C'est là-bas. Vous voyez, genre, devant l'alimentation ou bien devant le magasin, ils squattent là-bas et puis ils vendent ça aux clients. Oui. À vous, personnellement, si vous sentez que vous ne prenez pas, bon, ne vous dérangez jamais. Mais c'est un peu plus fréquent. Mais il nous revient que la drogue se vend très bien aux États-Unis. Oh oui, ça c'est vrai. Par exemple, je ne sais pas si je peux dire le mot, c'est le weed, on appelle ça weed, oui, marijuana. C'est ce qui est le plus fréquent. Il y a même les petits élèves de l'école, ils vendent ça, c'est un petit business pour eux. Mais si on vous prend, la sanction, elle est dangereuse? Oh, pour le marijuana, c'est pas trop. Mais pour la cocaïne, là, c'est très sérieux. Là, c'est très sérieux quand même. Oui. Il y a beaucoup de Noirs aujourd'hui qui sont en prison de par le fait qu'ils sont dans le commerce de la drogue. Beaucoup, oui. Il y a même des Burkinabés là-dedans? Oh, des Burkinabés, je n'en connais pas personnellement qui sont, mais je sais quand même qu'il y a quelques-uns qui en consomment. Je sais qu'il y a quelques-uns qui en consomment. Est-ce que c'est cette facilité-là que vous avez évité en ne tombant pas dans cette histoire de drogue-là pour éviter de tomber éventuellement dans Non, je pense que pour ce qui est des Africains, des Burkinabés qui, par exemple, consomment ça, c'est beaucoup plus le problème de dépression. Oui, c'est la dépression. Parce que la vie là-bas est très différente. Ici, nous, on vit beaucoup plus en communauté. Là-bas, il n'y a pas ça. Eux, ils vivent beaucoup plus, chacun pour soi. C'est beaucoup plus chacun pour soi, et puis Dieu pour tous. Vous voyez, donc, arriver généralement, le premier problème que nous rencontrons, c'est beaucoup plus ça. Vous voyez, parce que vous pouvez même dormir avec quelqu'un dans la même maison et faire une semaine sans vous voir. Parce que lui, il travaille par exemple la nuit, il rentre le matin, et pendant le temps qu'il arrive, vous sortez, vous partez au boulot, vous faites une semaine sans vous voir. Vous voyez. Généralement, le boulot, dès que vous finissez, il fait tard, vous rentrez. Donc, vous pouvez taper une semaine, 2 semaines sans même avoir un temps de distraction. Pourtant, ici, moi, généralement, on finit le boulot, il y a les amis à côté, on cause et tout. Donc, bon, c'est beaucoup. Est-ce que vous avez été victime de cette situation-là? Vous avez dormi avec des gens oh, oui. avec qui vous n'avez vraiment pas de contact en tant que tel? Chacun était dans son combat permanent? Oui, bien évidemment, parce que quand vous venez d'arriver d'abord, vous ne pouvez pas vous payer le luxe, surtout dans ma situation, de prendre un appartement à vous seul. Vous dormez avec des gens. Ouais. Et généralement, on vous loue soit le salon, que vous dormez là-bas, ou bien bon, s'il y a une chambre à côté, vous louez et puis vous dormez. Donc, c'est beaucoup plus ça. Et puis bon, les gens, chacun vit sa vie là-bas. Et pendant les 3 ans, ce sont les petits boulots que vous avez faits. Oui. Et après, maintenant, la suite, c'était quoi? Oh, après la suite, j'avais eu un boulot dans une société qui faisait beaucoup plus dans l'immobilier. C'est des grosses boîtes là-bas. Et Home Depot, puis Lowe's, c'est le nom. Et ils vendent du matériel électroménager, ils font la livraison, ils font les installations, ils vendent des planches. Bon, c'est beaucoup plus général. Donc, c'est un travail là-bas qu'on m'avait recruté et j'avais commencé à faire la livraison. Et à un moment donné... En tant que conducteur de camion? En tant que conducteur de camion. Okay. Et à un moment donné, on s'est rendu compte que le travail était quand même assez physique. Il fallait soulever. Souvent, vous arrivez dans des immeubles où il n'y a pas d'ascenseur.
il faut trimballer le frigo jusqu'au deuxième ou troisième étage. Donc c'était quand même assez compliqué. Donc généralement les gens, après 2 ou 3 semaines, ils laissent. Donc arrivé à un moment, ils ne pouvaient plus tenir. Maintenant, la société a des obligations parce qu'ils vous disent qu'ils font la publicité. Dès que vous payez, on vous livre gratuitement ou bien on fait l'installation gratuite pour vous. Donc les gens payent, ils n'arrivent pas à payer. Donc ils étaient obligés de prendre des contractuels pour venir nous remplacer et nous aider. Et c'est là, un jour, j'ai discuté avec un d'eux et il m'a expliqué comment il se gagnait, comment il gagnait comme revenu. Et c'était nettement supérieur à ce que nous, de la boîte, nous faisions. C'est là maintenant que j'ai eu l'idée, je suis allé créer ma propre société. J'ai pris le contrat moi aussi. Et puis bon, j'ai recruté des gens qui m'ont aidé à commencer. C'est comme ça que j'ai commencé maintenant à être en club. Un très nombre d'affaires aux États-Unis. Mais on a vu des Burkinabés aussi, ou des Africains de façon générale qui sont aux États-Unis, qui disent, ceux qui sont en Afrique, qui disent d'envoyer l'argent tout le temps. Ils n'ont qu'à comprendre que nous aussi, on souffre ici. Oui, c'est une réalité. C'est une réalité. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui font le petit boulot pendant 5 ans. Il y en a qui sont là depuis 10 ans, ce sont les petits boulots qu'ils font et ils n'avancent pas. Donc, ce genre de personnes, c'est quand même assez difficile. Si vous envoyez même un 20 000, c'est vraiment quelque chose de sérieux chez eux. Oui, c'est quelque chose de sérieux chez eux. Ça dépend. Donc, ça dépend de la situation de tout chacun. Ça veut dire que ce n'est pas toute personne qui est aux États-Unis qui a l'argent qui peut vous envoyer beaucoup de transferts, en fait. Je vous assure que, par exemple, à New York, il y a un coin où il y a beaucoup d'Africains qui, d'autres ont 20 ans aux États-Unis, d'autres ont 30 ans même aux États-Unis, mais qui dorment dans la rue. Vous passez, ils vous saluent, ah petit, c'est comment, est-ce que tu peux me donner quelque chose à manger? Des Burkinabés, des Guinéens, des Ivoiriens, ils sont nombreux. Beaucoup, il y a beaucoup de sans domicile fixe. Ouais. Donc c'est vraiment une autre réalité. Est-ce qu'il est arrivé des moments où vous leur avez dit, ceux qui s'en sortent, allez-y? Ceux qui s'en sortent, ceux qui se battent? C'est ceux qui se battent, mais bon, je ne dis pas que c'est ceux qui battent, parce que les autres, ils se battent à leur manière, mais c'est qu'il faut vraiment un peu d'ingéniosité. Parce que seul le travail ne fait plus réussir. Ouais. Parce que généralement, les boulots, bon, c'est payé à l'heure, c'est bien, mais les factures aussi. Parce que c'est comme on le dit, par exemple, il y a des gens qui, par semaine, ils font 1 million par semaine. En CFA, je veux dire. 1 million de francs CFA par semaine. Par semaine. Okay. Mais quand, à la fin du mois, quand ils font leurs factures, ils enlèvent le loyer, ils enlèvent les petites factures, assurance véhicule et tout ça, ils se retrouvent peut-être même avec 250 000 comme argent qu'ils ont. Donc, si vous envoyez 50 000, c'est quelque chose d'assez important chez lui. Mais ils sont nombreux, des milliers de jeunes qui veulent aller aux États-Unis. Est-ce que vous leur dites non, il faut faire attention? L'Amérique, ce n'est pas le paradis qu'on vend. Non, mais voici ce que moi je pense. Ouais. Avant, c'était bon. Maintenant, c'est saturé. Saturé? C'est saturé. Puisque tout le monde est allé vers les États-Unis. Oui. Donc, c'était... Avant, vous partiez, même le visa, même pour avoir un visa, ce n'était pas aussi dur que ça. Maintenant, c'est devenu vraiment compliqué. Même pour un rendez-vous à l'ambassade, c'est extrêmement difficile. Oui. Mais avant, il n'y avait pas trop de gens, donc le boulot, ils recrutaient un peu beaucoup, donc ils payaient un peu mieux. Et à ce moment, les loyers n'étaient pas aussi chers que ça, la vie n'avait pas. Mais maintenant, c'est devenu extrêmement compliqué. Oui. Pourtant, il y a des gens. Est-ce qu'il est arrivé des moments où vous avez dit à des jeunes Africains dans la rue, il faut retourner vers l'Afrique au lieu de rester venir mendier, tendre la manche dans les rues des États-Unis? Oh non, mais c'est ça le problème. Les gens ne veulent pas entendre ça généralement. Et chacun à sa manière. Ils se disent que demain sera meilleur. Donc, qui sommes-nous pour leur enlever cet espoir? Donc, on dit que l'espoir fait vivre. Est-ce que ce n'est pas toute cette image de mendicité aussi qui fait que les Blancs là, ne respectent pas beaucoup les Noirs aussi souvent? Bon, je ne dirais pas image de mendicité parce que dans la pensée générale des Américains, quand on dit Africain, ils disent homme travailleur. Homme travailleur. Ah, oui. D'accord. Donc, ça veut dire qu'on a une bonne image de l'homme africain. On a une bonne image de l'homme africain. Ah, ça, c'est déjà quand même pas mal, non? Oui, non, c'est pas mal. En général, quand on dit les Africains, bon, non, les gens savent que c'est les gens qui travaillent. Voilà. Et aux États-Unis, il y a un groupe qui tiennent vraiment l'économie américaine. Il y a beaucoup d'abord les Mexicains. Bon, les gens de l'Amérique latine, pas seulement les Mexicains. Et les Africains, deuxième. C'est beaucoup plus nous. Parce que généralement, même Trump, ce que le président américain dit actuellement, oui, on va renvoyer les gens et tout, bon, c'est vrai. C'est beaucoup plus les criminels qu'il veut faire sortir du pays. Sinon, ils savent que même les fermiers en parlent, les éleveurs en parlent. C'est très difficile parce que c'est beaucoup plus nous qui
aideront à maintenir l'économie américaine. Vous voulez dire quoi? Si Donald Trump s'hasarde aujourd'hui à chasser pratiquement tous les Mexicains, les Noirs, l'économie américaine va prendre un coup? Oh oui, bien évidemment. Ouais. Bien évidemment. À la télé même, il y a beaucoup de grands patrons qui sont sortis dire ça. Donc, ils sont sortis dire ça. Parce que généralement, le boulot que les Américains ne font pas, c'est nous qui le faisons. Ouais. Ouais. Donc, on joue un grand part dans l'économie américaine, si on peut le dire. Alors, parlez-nous à présent, donc, avant de revenir sur votre entreprise, je vais faire encore une escale sur la situation des Noirs aux États-Unis. On se rappelle de Black Lives Matter. Oui, Black Lives Matter. Voilà, Black Lives Matter. Voilà, vous avez parlé en américain, c'est devenu maintenant votre routine. Les Noirs qui sont tout le temps victimes d'assassinats et autres, est-ce que ça ne décourage pas un peu quand on est Noir aux États-Unis? C'est un topic assez sensible parce que ça dépend de où on se situe. Ouais. Beaucoup diraient que c'est la faute à la police qui sont racistes, et c'est vrai, mais il y a aussi des Noirs qui n'ont pas un bon comportement. Ouais. Généralement, l'image qu'on a du Noir américain, la majorité, ils sont violents. Okay. Même moi, j'ai été victime. On m'a braqué quand j'étais gérant d'une alimentation. On est venu me braquer, arme à la tête, pour prendre de l'argent. C'est des Noirs américains qui... Noirs américains. Oui. Et généralement, des gens avec qui vous discutez, ils viennent tout le temps. Donc, c'est ça. Ouais. Donc, et puis, c'est des gens qui aiment beaucoup plus l'altercation. Donc, généralement, souvent, la police peut arrêter quelqu'un juste pour une contrôle de routine, et puis ça va dégénérer. Ouais. Mais beaucoup disent que les policiers, ils ont la gâchette facile quand c'est un Noir qu'ils ont en face d'eux. Est-ce que c'est valable pour tout le monde aux États-Unis? Il y a toujours quand même cette discrimination à l'endroit des Noirs. Non, mais c'est une réalité. Oui. C'est une réalité parce que je peux dire qu'eux aussi, ils ont peur. La police, souvent, eux aussi, ils ont peur. Je ne nie pas qu'il y a des racistes, mais je vous assure qu'il y en a qui, c'est juste par peur de leur vie. Oui. Parce qu'il y a des zones où, même nous, la nuit, on ne peut pas passer. Sérieusement? Oh oui. Il y a des zones, la nuit, même en journée, même comme ça, bon, tu passes, tu faufiles rapidement pour passer. Mais quand il y a un problème, souvent il y a des disputes familiaux, on appelle la police doit intervenir. Souvent, c'est généralement 2 policiers. Et je dois souvent appeler des renforts pour qu'ils viennent. Donc, ce problème est assez sérieux. Même aux États-Unis, c'est un topic assez sensible. C'est très sensible. Très sensible. Donc, mais est-ce que vous pensez qu'un jour, les Noirs auront vraiment ce même droit que les Blancs là aux États-Unis? Oh, je ne pense pas. Vous ne pensez pas? Non. Malgré tous les leaders noirs qu'on a eu, on a même eu Barack Obama qui a été vu comme le premier président noir des États-Unis. Oui, mais c'est ce qu'on ne dit pas. Barack Obama, sous son règne, il a fait déporter beaucoup plus d'immigrés que même Trump à son terme passé. On dit que les démocrates sont favorables à l'immigration. Oui, c'est juste qu'ils n'ont pas fait de publicité, ils n'ont pas fait de bruit. Sinon, Donald Trump et Barack Obama, sous son mandat, a expulsé beaucoup plus d'immigrés que Trump à son mandat passé. Vous êtes là-bas depuis des années maintenant. Pourquoi les Noirs sont très souvent démocrates? De par ce qu'on dit, parce qu'on voyait déjà Kamala Harris qui a perdu devant Donald Trump. Les gens disaient que c'est l'électorat noir qui a fait perdre la dame. Est-ce que c'est le cas? Oui, pour Kamala Harris, c'est la réalité. Parce que c'est comme je vous ai expliqué, elle a misé sur des personnes qui ne prônent pas vraiment les valeurs des Noirs. Par exemple, les grosses stars, c'est des gens qui sont un peu loin de la réalité des vrais Noirs du bas. Vous voyez, il y avait des gens qui pouvaient plus parler aux Noirs que c'est Oprah Winfrey et autres. C'est quoi la mentalité du Noir américain bon teint? Est-ce qu'ils disent il faut que je venge l'histoire ou bien c'est tout le temps le passé qu'ils essaient de remettre au goût du jour? Oh non, non, non. Eux, ils se disent... par exemple, eux, ils veulent même faire... Certains veulent faire le distinguo entre le Noir américain et l'Africain. Et ça fait la différence entre le Noir... Oui. Ils veulent même faire la différence. Ouais. Donc, ils se disent que voilà, l'esclavage, il y a longtemps, moi je suis américain, je ne suis pas africain. Et donc, c'est beaucoup plus la mentalité de certains. Mais il y en a aussi qui cherchent vraiment à connaître leur histoire et puis à voyager. Ces dernières années, il y a beaucoup plus d'Américains qui visitent les pays africains, même le Burkina ici, et pour voilà, essayer de connaître leur histoire, essayer de voir ce que le monde offre. Est-ce que les Noirs américains sont complexés un peu par l'histoire?
Est-ce qu'ils ont un complexe? Parce que souvent, ceux qui ont réussi, c'est de grosses voitures, c'est des chaînes en or et tout. Pourquoi c'est ainsi chez les Noirs américains? Ou ça, je ne saurais l'expliquer, mais je sais que c'est la réalité. Généralement, le Noir américain, dès qu'il réussit net, il faut que tout le monde sache qu'il a réussi. Oui. Et les sneakers, les Nikes à $500, $1000, ça se paye. Et les gros cylindrés, ça va. Donc, c'est les chaînes en or, les chaînes choses. Donc, le bling-bling, c'est toujours le truc là-bas. Mais pourquoi ils le font? Vous n'avez pas cherché à comprendre leur mentalité? Pourquoi c'est ainsi? Non, pas vraiment. Mais je pense que la gente féminine aussi aime ça. Ça montre que tu as un statut. C'est beaucoup plus une affirmation de soi. Tu montres que tu as un statut social. Donc, je pense que c'est beaucoup plus ça qui attire. Les Noirs doivent continuer à lutter pour leurs droits aux États-Unis. Ou bien ce combat-là avec Donald Trump s'est perdu d'avance? Bon, ça, c'est... Vous qui êtes un Noir, est-ce que vous avez peur aujourd'hui? Vous êtes censé repartir aux États-Unis certainement, mais est-ce que vous avez peur avec tout ce qui est fait aujourd'hui comme décision, avec le pouvoir de Donald Trump? Non, mais vous savez, généralement, on dit, et c'est Norbert Zongo qui dit que chaque peuple mérite son dirigeant. Donc, à l'approche des élections, ce que Trump promettait, à l'arrivée, je vais chasser les immigrés et tout ça, il y a beaucoup plus de Noirs qui applaudissaient. Ouais, beaucoup de Noirs qui applaudissaient? Oui, parce qu'actuellement, comme je vous ai dit, le pays est un peu saturé et les boulots se font rares. Donc, beaucoup disent que c'est parce que les immigrés viennent prendre nos boulots. Donc, beaucoup se disent que quand on va les chasser, eh bien, ça va être mieux, on va avoir nos boulots. Mais généralement, c'est comme je vous ai dit, la majorité des boulots que nous, Africains, faisons, beaucoup d'eux ne veulent pas faire. Oui. Donc, c'est ça. Et puis, bon, souvent, il y a un sentiment aussi de jalousie, je ne sais pas, parce qu'il y a beaucoup de nos frères africains qui réussissent vraiment là-bas. Ah oui? Oui, qui ont vraiment réussi, qui ont bâti vraiment de grosses entreprises. Oui, donc c'est... Est-ce que le secret du succès américain, ce n'est pas l'audace et la persévérance? Oh oui, c'est ça, surtout l'audace. Surtout l'audace. C'est comme je vous expliquais, le travail seul ne fait plus vraiment vivre son homme. Venons donc à la création de votre entreprise. Est-ce qu'au début, c'était difficile pour un Burkinabé qui est parti pour les études, qui a fini par devenir patron d'entreprise? Comment ça s'est passé? Non, ce n'était pas difficile. Contrairement ici, là-bas, c'est beaucoup plus facile. Tout se fait sur l'ordinateur. Vous créez l'entreprise, vous payez les frais, on vous envoie la licence. Et s'il y a des documents requis, on vous demande de les envoyer. Généralement, vous pouvez tout faire même en ligne. Voilà. Et puis bon, on vous envoie la licence. Au début, est-ce que, parce qu'il nous revient que les taxes là sont trop élevées aux États-Unis, est-ce que vous avez fait face à cette difficulté-là? Oui, les taxes, c'est beaucoup plus... Bon, les taxes élevées, c'est beaucoup plus sur... On vous taxe sur ce que vous avez fait. Pas sur ce que vous faites. Par exemple, vous commencez votre entreprise, ce que vous gagnez, c'est à la fin de l'année, vous déclarez et en fonction de ça, maintenant, on vous taxe, on vous donne les taxes à payer. Vous avez commencé avec combien d'employés? Oh non, j'ai commencé avec 2. Voilà, il y a un premier camion, c'était juste moi, et un aide qui m'aidait. Qui était quoi? Un Burkinabé? Non, un Américain. Un Américain, oui. Okay. Et bon, après 3 mois, le travail était bien. On m'a ajouté un deuxième contrat. Donc j'ai dû recruter un chauffeur, un autre aide, forcément 2 personnes par camion. Et après 6 mois, j'avais un troisième contrat. Donc bon, un peu ça. De nos jours, vous avez combien d'employés aux États-Unis? Actuellement, de par camion, juste 8 pour le moment. 18 employés? Non, 8. 8. Oui. Ces 8 employés-là, vous les payez par mois ou bien c'est de l'heure? Ça se fait à l'heure ou comment ça se passe concrètement? Non, chez nous, les camionneurs, c'est un peu différent. Parce que les camionneurs, ils travaillent à des heures un peu plus et pas réglementaires. Donc, on ne peut pas se permettre de payer les employés par heure, mais on paie la journée. Et la journée peut coûter combien? Généralement, pour les aides, autour de $100. Donc, ça équivaut à 50 000 ici. 50 000 francs par jour que vous payez. Et vous payez en même temps le soir, la descente? Le monsieur récupère son argent? Non, la semaine. À la semaine? Oui. À la fin de la semaine qu'on le paye? Oui, à la semaine qu'on le paye. Et puis bon, généralement, la majorité de boulot, se paye par semaine. Voilà. Alors, vous avez conduit les camions pour devenir finalement patron de ceux qui conduisent les camions. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes un jeune Burkinabé comblé qui arrive à apporter gros à l'économie du pays des hommes intègres de par ce qu'il gagne aux États-Unis? Comblé, je ne dirais pas. On est toujours en train de chercher mieux. Voilà, et on espère pouvoir demain dire que voilà ce que nous aussi on a contribué. Mais pour le moment, je pense que c'est pas assez. Est-ce que vous aidez les Burkinabés qui viennent là-bas avoir de la place déjà de par votre entreprise ou bien comment ça se passe?
Oui, bon, généralement, vous voyez, le problème avec ça, c'est que nous, nos entreprises, et on est des contractuels. Pour envoyer un employé, il faut forcément que, comment on appelle ça en français, le background, il faut qu'on sache s'il a fait la prison, il a fait ci, donc il faut forcément avoir... Il faut faire une enquête de moralité sur la personne. Voilà. Donc si vous avez déjà fait la prison, c'est compliqué. C'est compliqué pour avoir... C'est le plus grand problème, c'est la raison pour laquelle beaucoup d'Africains évitent au maximum le problème. Ah, okay. Vous allez voir des Africains, ils vont avoir des problèmes avec des Américains. Bon, il peut le taper en même une minute, mais il ne va jamais le faire parce qu'il protège beaucoup plus ça. Parce qu'il y a des boulots, si vous avez fait la prison, vous ne pouvez plus jamais le faire. Et dès que vous avez fait la prison une fois, votre nom est fiché partout, en fait, c'est ça? Oui. Et ça dépend beaucoup plus de pour quelles raisons. Okay. Par exemple, pour la drogue, c'est très grave. Pour les crimes violents, c'est très grave. Et pour la pédophilie, c'est encore très grave. Et pour les agressions sexuelles, encore plus. Mais si c'est les petits problèmes, souvent, après un certain nombre d'années, vous pouvez éponger ça. Est-ce que vous vous méfiez de ces Africains souvent, quand ils viennent pour chercher le boulot? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Mais c'est comme je vous ai dit, je n'ai pas d'employé africain. Parce que, bon, il y a ce complexe-là aussi chez certains de se faire employer par leurs frères. Ah oui? Oui. Donc, vous n'avez que des Américains que vous employez? Oui. Ouais. Parce qu'il y a ce complexe. Parce que le problème, c'est quoi? Et les Américains, du moment que tu le payes, il n'a pas de problème avec ça. Mais chez nous, les Africains, il y a l'âge aussi qui entre en jeu souvent. Il y en a qui ne veulent pas qu'un petit leur dise quoi faire et quoi ne pas faire. Oui, donc ça aussi, c'est un problème souvent. Donc, c'est comme je vous ai expliqué, beaucoup plus les problèmes de papier. S'ils ont déjà les papiers, généralement, ils préfèrent aller travailler ailleurs que de travailler avec les choses. Et ceux qui n'en ont pas, ils essaient de travailler avec vous. Bon, souvent, on essaie de jongler, mais c'est un peu difficile aussi. C'est un peu difficile. Parce qu'il faut franchement les donner des badges et tout. Donc, pour pouvoir... Parce que généralement, on part chez les gens. Souvent, c'est chez des responsables assez sérieux et tout. Donc, il ne faudrait pas que quelque chose se casse ou que quelque chose se perde. Donc, c'est assez sérieux quand même. Et quelles sont vos ambitions avec cette entreprise-là? Est-ce que c'est de travailler à faire un pont entre l'Amérique et l'Afrique? Honnêtement, non. Honnêtement, non. C'est une entreprise que j'ai créée là-bas parce que j'avais de l'expérience en la matière, parce qu'ayant travaillé pour une société préalablement, moi, beaucoup plus, ma passion, c'est l'aviation. Donc, j'essaie beaucoup plus de faire ce pont après. Je suis élève pilote actuellement. Une fois que je laisse terminer, beaucoup plus faire ce pont avec le Burkina. Parce que je pense que l'Afrique en a besoin. Si vous voyez le domaine de l'aviation aux États-Unis, c'est assez développé. Ça crée des boulots un peu partout. Mais bon, ici, c'est vraiment un domaine pas... C'est la transition tout trouvée. Hein. Vous avez créé votre entreprise, vous avez 8 employés. Comment se fait-il finalement que vous êtes devenu élève pilote? Est-ce qu'il fallait faire un concours ou bien c'est quelqu'un qui vous a recommandé? Comment ça s'est passé justement? Avant de continuer, j'aimerais préciser quelque chose. Oui. Pour ce qui est du camionnage, il y a deux types de camionnage. Il y a des camionneurs où, par exemple, il y a des camions où vous conduisez seulement avec le permis normal de véhicule. Mais il y a des camions où il faut... Notre permis n'est pas valable aux États-Unis? Oh, si vous allez à le permis, vous pouvez, comment on appelle ça, traduire ça en permis international. Mais ce n'est pas valable pour longtemps. Généralement, je pense que c'est 6 mois que vous avez. 6 mois oui. Pour faire le permis. Oui. Donc ceux qui nous regardent, qui pensent qu'avec leur permis, ils peuvent aller aux États-Unis commencer à conduire. Donc il y a une procédure à respecter. Non, c'est... Oui, vous pouvez conduire avec ça, si vous traduisez le permis en permis international. Okay. Donc il n'y a pas de problème. Mais il y a une limite. Je pense que c'est 6 mois. Je ne suis pas sûr du nombre, mais je pense que c'est 6 mois. Après 6 mois, il faudra vous acquitter. Et là-bas, le permis est beaucoup plus facile. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on nous montre ici. Et vous pouvez aller le même jour et puis avoir votre... Et comment on appelle les panneaux, comment on appelle ça? Je ne sais pas comment on appelle ça. Le code. Vous pouvez faire le code le même jour. Parce que chez nous, il faut faire 3 semaines de cours. Non. Après, il faut aller faire le créneau. Avant la conduite en ville, c'est 3 étapes majeures qu'il faut franchir. Non. Là-bas, c'est pas du tout. Là-bas, le permis, c'est beaucoup plus facile. Et il y a même des applications où vous pouvez télécharger sur votre téléphone, vous lisez, vous regardez un peu, vous vous entraînez en fait. Voilà, cette plaque signifie ci, ça signifie ça. Et puis bon, généralement, c'est pratiquement les mêmes questions qui viennent au test. Donc, vous pouvez aller un jour, prenez votre test, vous passez, on vous donne le code, en même temps, on vous donne déjà une autorisation d'apprendre. C'est un peu comme, ils appellent ça learning, vous autorisation d'apprendre. Donc, ça veut dire que vous avez l'autorisation de rentrer dans un véhicule, mais quelqu'un doit vous assister, voilà, pour vous apprendre à conduire. Et généralement, si vous avez ça, si vous êtes... Il y a des gens qui savent conduire plus facilement.
Donc, bon, en une journée, il peut faire le cours et puis faire le permis, la conduite le même soir. Et puis ils ont les permis. Donc, vous avez dit que vous étiez en train d'expliquer qu'il y avait deux types donc, de camionneurs. Oui. OK, allez-y. Et il y a les camions dont je vous parle, c'est beaucoup plus, c'est pas trop long. Ça, c'est beaucoup plus pour le transport local. Mais il y a des camions qui font beaucoup plus du transport long courrier. Ça, le permis, il faut aller à l'école pour le faire. Voilà, souvent même c'est à l'université, en fait, mais il y a des écoles spécialisées pour ça. Voilà. Et pour là-bas, le travail de camionneur, c'est vraiment sérieux là-bas parce que on vous teste régulièrement à l'alcool et on vous teste régulièrement à la drogue. Donc, généralement, ceux qui le font, c'est des gens qui sont assez sérieux, qui sont assez casés. Parce que si vous faites un accident, ça peut vous envoyer carrément en prison. Surtout s'il y a les conducteurs de gros engins. De gros engins, oui. Au Burkina Faso, les camionneurs souvent préfèrent voyager à l'heure qu'ils veulent. Est-ce que aux États-Unis, c'est la même chose ou bien c'est réglementé de telle sorte que... Non, c'est réglementé de sorte que ça évite au maximum les accidents. Voilà, c'est comme il y a un petit appareil qu'ils introduisent au niveau du camion qui fait que, et puis vous pouvez avoir l'application juste sur le téléphone ou bien souvent on met une tablette à l'intérieur. Une fois que le camion bouge, même si c'est un peu, ça bouge seulement, ça commence à enregistrer que vous avez commencé à circuler. Donc un officier peut vous arrêter à n'importe quel moment de la route, généralement même la nuit même, il vous arrête, il demande à regarder, il vérifie. Généralement, on vous autorise uniquement à conduire 11 heures par jour. 11 heures par jour. Ça veut dire que celui qui conduit un gros camion, vous ne devez pas dépasser 11 heures par jour. Non, non, ce n'est pas possible. Okay. Et puis les 11 heures, c'est si vous prenez des pauses, sinon c'est 8 heures. Si vous conduisez 8 heures, vous ne vous arrêtez pas, c'est fini. De vous arrêter. Peut-être qu'il va falloir qu'on initie un tel projet en Afrique. Je sais ce que c'est. Parce qu'il y a trop d'accidents avec les camions et autres. Oui, parce que c'est après des études, ils ont regardé, ils ont vu que comment est-ce que on peut faire pour qu'un chauffeur soit à l'aise dans son travail, éviter les accidents. Donc ils ont fait le calcul, ils ont vu que 11 heures était assez c'était assez raisonnable. Donc c'est ce qu'ils ont fait. La moitié, à peu près 11 heures, c'est raisonnable. Alors, vous avez expliqué pour les camions, mais je veux qu'on passe maintenant à l'étape de cette vie-là. Comment vous êtes devenu finalement élève pilote? Comment ça s'est passé le processus? Oh non, c'est une passion depuis le pays ici. Ça a toujours été une passion. Mais ici, on m'a dit que pour être pilote, il faut forcément faire l'armée. Sans passer par l'armée, ce n'est pas possible. Et moi, j'avais eu des soucis à la hanche, donc j'ai dû faire une opération. Donc bon, ce n'était plus possible à mon niveau. Donc, mais là-bas, c'est beaucoup plus facile. Et vous pouvez vous enrôler à l'université, ou bien il y a des cours avancés ou bien il y a ce qu'ils appellent PARF 63. Ça vous donne l'autorisation d'apprendre à votre rythme. Vous partez dans une école d'aviation, vous signez, vous entendez si tout est bon, vous demandez des papiers liquides et tout, et puis bon, vous commencez à apprendre. N'importe qui peut commencer à apprendre à piloter un avion aux États-Unis sans problème? Non, pas n'importe qui. Il y a quand même certaines choses. Quels sont les critères les plus demandés? Oui, pour avoir, par exemple, il y a différents types. Oui. Pour commencer, d'abord, il faut forcément avoir la licence privée, licence de pilote privé. Généralement, vous pilotez les petits avions. Ça, il faut commencer à avoir 17 ans. Et il faut être apte. Il faut avoir une bonne vision, avoir une bonne santé générale, mais pas trop exigeant quand même. Parce que même il y a des gens qui ont des problèmes de santé, mais qui ont des exceptions. Oui, ont des exceptions. Du moment que ça n'empêche pas vraiment. Mais il faut avoir un médecin qui vous signe ça. Voilà, et il faut comprendre l'anglais. Il faut lire l'anglais, l'écrire et la comprendre. Donc, il y a ça. Et après ça, je pense que vous pouvez commencer à apprendre les cours. Est-ce que ça coûte cher, par exemple? Oh oui, ça coûte cher. Ça peut coûter combien? Pour celui qui nous regarde, qui veut que son enfant aille aux États-Unis apprendre à piloter un avion, par exemple? Par exemple, pour ce que je disais, pour PARF 43, ça, généralement, vous allez à votre rythme. Vous pouvez, par exemple, décider de faire des cours, par exemple, 1 heure de cours par jour ou bien 1 heure de cours par semaine. Vous allez à votre rythme. Mais pour avoir la licence, il faut un minimum de 40 heures d'apprentissage. Dans les 40 heures, il vous faut 20 heures avec un instructeur, 10 heures vous seul, et 3 heures la nuit, et 3 heures avec les instruments de simulation. Maintenant, et pour ce qui est du coût, généralement, vous louez l'avion à l'heure et vous payez l'instructeur à l'heure. La location de l'avion à l'heure, ça fait combien? Le paiement de l'instructeur, ça fait combien? Dépendant de la localité, ça varie. Mais généralement, la location de l'avion à l'heure, ça fait autour de $170. 170 $, oui, à l'heure. Pour louer un avion. Pour louer un avion, okay, avec le kérosène et tout. Et pour ce qui est de l'instructeur, $70 à l'heure.
Il vient faire 1 heure. Et après 1 heure, c'est fini, vous descendez, quelqu'un d'autre prend la relève. Donc, autour de, par cours, vous dépensez $250. $250 par cours. Oui. Il faut atteindre les 40 heures forcément pour avoir la licence. Et ça, c'est ce que l'administration recommande. Mais généralement, la majorité du temps, pour que les gens arrivent à maîtriser, à faire les manœuvres et tout, généralement, ça prend autour de 60 heures. 60 heures. Oui. Et dès que vous avez la licence là, à ce moment, est-ce que vous pouvez commencer à dire je suis un pilote? Non, oui, vous êtes un pilote, mais vous ne pouvez pas vous faire de l'argent. Parce que la licence vous donne juste l'obligation de piloter, juste pour le plaisir, ou bien peut-être prendre 2-3 amis, mais vous n'avez pas le droit de prendre de l'argent. Donc, pour avoir de l'argent, il faut faire la licence commerciale. La licence commerciale, ça, il faut un minimum de 250 heures. Ouais. Donc, de 40 heures pour un minimum de 250 heures. Et là-bas, c'est beaucoup plus intense aussi. Et généralement, pour avoir ça, les gens tournent autour de 500 à 1000 heures même pour l'avoir. 500 à 1000 heures pour l'avoir. Pour l'avoir. Oui. Et une fois terminé, vous ne pouvez pas vraiment travailler à moins que vous ayez atteint 1500 heures. Donc, pour piloter des gens, voilà, comme pilote de ligne, le minimum, c'est 1500 heures aux États-Unis. 1500 heures. C'est compliqué un peu pour... c'est extrêmement compliqué. Est-ce que, justement, on a tendance à avoir des gens qui font la confusion entre, je sais, piloter un petit avion et puis l'hélicoptère? Est-ce que c'est la même chose? Oh non, c'est pas du tout la même chose. Okay. Pour l'hélicoptère, c'est beaucoup plus cher même. Ah oui? Oui, c'est beaucoup plus cher et beaucoup plus compliqué parce que, par exemple, pour le petit avion, lui, les ailes sont fixes. Ils appellent ça fixed wing. Ça ne bouge pas. Mais pour l'hélicoptère, ça bouge. Donc, c'est beaucoup plus différent. Et ça, je ne maîtrise pas, je ne fais pas ça. Moi, je fais beaucoup plus le fixe wing. Ceux qui nous regardent, beaucoup ont peur de prendre l'avion. Vous êtes élève pilote aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait qu'on dit partout que l'avion est le moyen de transport le plus sûr au monde? Oui, juste les statistiques. Parce que quand vous regardez, et je crois que durant l'année 2024, le nombre total de personnes décédées par faute ou bien par accident d'avion s'élève autour de 318. Oui. Et si on doit regarder même au Burkina à côté, ici on voit les bus, je suis sûr que tout le monde sur la route. Donc un peu partout dans le monde, c'est ce qu'il y a là. Donc l'avion, c'est vraiment le moyen le plus sûr. Mais quand l'avion tombe quand même, ça fait beaucoup de morts. Oui, ça fait beaucoup de morts, mais ça arrive pas régulièrement comme des accidents de la route. Parce qu'il y a beaucoup de dispositions qui sont prises pour éviter. Justement, parlons-en. On se rend compte que récemment, aux États-Unis, il y a 2 avions qui se sont télescopés. Il y a eu des morts. Les gens disent, mais avec l'Amérique et les outils, au Burkina Faso, on a des avions qui volent et qui atterrissent. Comment se fait-il qu'il n'y a pas de croisement entre les avions dans le ciel? Qu'est-ce qui fait qu'il y a toujours cette possibilité pour des milliers d'avions d'être dans le ciel sans se croiser? Oh, il y a beaucoup de raisons. Mais la principale, c'est le trafic aérien et comme les contrôleurs aériens. C'est eux qui différencient, ils donnent les altitudes aux différents avions. Ils savent exactement tel avion vole à tel niveau. Mais généralement, même si vous déviez, on peut vous dire rapidement, vous êtes en train de descendre, de gagner votre altitude pour l'éviter. Donc, ils ont pratiquement la position de tous les avions à l'aide des radars. Donc, et ils contrôlent beaucoup plus. Et aussi, généralement, il y avait eu un accident dans les années 47 qui avait fait qu'ils ont dû changer. Généralement, quand 2 avions viennent, il y a un système automatique qui dit à un de monter et à l'autre de descendre, donc pour éviter les collisions. Donc c'est extrêmement difficile d'avoir vraiment des collisions. Et généralement, il y a des transpondeurs qui, vous, étant pilote, qui vous montrent les appareils qui sont autour de vous. Ah ok. Oui, donc en pilotant, vous avez déjà une idée de tous les appareils qui gravitent autour de vous? Oui, pour les appareils, pour les avions. Mais récemment, est-ce que la collision qui s'est produite là, est-ce que on a essayé de comprendre ce qui s'était passé? C'est quand même assez incompréhensible parce qu'avec un hélico de l'armée, généralement, ils ont une technologie avancée. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. Mais la principale cause des accidents en aviation, c'est beaucoup plus l'erreur humaine. Ah, l'erreur humaine. L'erreur humaine. Donc l'avion en lui-même... non, très rarement, il y a eu des cas où... Mais quand on prend tous les accidents mis ensemble,
c'est beaucoup plus le facteur humain qui gère généralement la cause. Alors, ceux qui nous regardent, qui veulent prendre l'avion, beaucoup ont peur des zones de turbulence parce que souvent l'avion est vraiment secoué ou autre. Est-ce que très souvent, quand il y a zone de turbulence, il y a de fortes chances que l'avion décroche ou qu'on puisse aboutir à un crash? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Quelle que soit la turbulence? Non, parce que la structure même de l'appareil est faite de telle sorte qu'elle puisse résister à 150 fois plus la pire turbulence possible. Ouais, donc généralement, c'est pas vraiment... C'est des choses qui... Ça peut endommager l'appareil souvent parce que généralement, les pilotes essaient d'éviter. Si ils viennent à entrer dans ça, c'est qu'ils n'avaient pas d'autre solution. Par exemple, généralement, dans les cas de fortes pluies, les orages et tout. Oui. Et les zones en conflit aussi, souvent, zones en conflit. on évite. Oh oui, généralement, les zones en conflit. Et pas seulement ça, il y a par exemple aux États-Unis, là où moi je fais ma formation, c'est dans un aéroport militaire. Donc il y a des zones de formation où vraiment ils tirent des missiles et tout. On vous donne, c'est bon. Sur le map, là, tout est marqué. Vous devez éviter forcément. Oui. Donc généralement, tout est bien paramétré. Est-ce qu'en tant qu'élève pilote, ceux qui ont le mal de l'air finalement, quel est le conseil que vous leur donnez? Oh, bon, je ne sais pas trop, mais c'est... Beaucoup ont le mal de l'air. Oui, beaucoup ont le mal de l'air. Je sais qu'il y a beaucoup qui prennent des produits même pour... Oui, pour dormir. Donc oui, pour dormir ou bien pour être calme et tout. Mais en réalité, il n'y a pas vraiment à avoir peur. C'est comme je vous l'ai dit, c'est le moyen de transport le plus sûr au monde. Donc... Est-ce que vous, par exemple, la question que des milliers de Burkinabés, des millions de Burkinabés qui nous regardent vont se poser, est-ce que vous êtes prêt à revenir au Burkina pour qu'on n'ait pas été un pilote de Air Burkina ou même une compagnie nationale locale qui... Voilà. Est-ce que c'est votre ambition finale? Oui, bien évidemment. Et l'ambition, c'est vraiment ça, de faire de telle sorte que, voilà, beaucoup plus de... Parce que c'est comme souvent je poste des vidéos sur Facebook, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent « Ah, c'est ma passion, j'aimerais être pilote. » Qu'est-ce que... Donc, je pense qu'à l'Afrique de l'Ouest, je ne suis pas sûr, mais je ne pense pas qu'il y ait une école d'aviation en Afrique de l'Ouest ici. Parle beaucoup plus vers le Maroc. Oui. Et c'est des coûts extrêmement chers. Je pense que l'année, ça tourne autour de 15 millions, 20 millions, je ne suis pas sûr. Mais c'est quand même assez chose. Oui. Pourtant, bon, là-bas, c'est des petites écoles avec 3 avions qui forment quand même assez d'élèves. Oui. Donc, même ça, je pense qu'on peut essayer d'introduire. Voilà. Ça veut dire quoi? Est-ce que vous voulez ouvrir une école de pilotage au Burkina Faso ou pour l'Afrique de l'Ouest, par exemple? Est-ce que c'est une ambition que vous avez? Oui, c'est une ambition. Oui. C'est une ambition, mais voilà, c'est comme je vous l'ai dit, c'est quand même assez coûteux. Et donc, on essaie de terminer la formation d'abord. Et puis, bon, éventuellement, on verra quelles sont les possibilités pour que ça se fasse. Il ne reste plus beaucoup de temps dans l'émission, on est pratiquement à la fin. Qu'est-ce que vous avez comme conseil à donner à tous ces jeunes-là qui pensent qu'il faut aller vers l'étranger pour réussir, alors que chez nous aussi, quand même, il y a des opportunités qui s'affichent? Oh, vous savez, c'est difficile de dire à quelqu'un de ne pas venir. Oui. Pourtant, toi-même, tu es là-bas. Il se dit, si ce n'était pas bon, pourquoi tu ne reviens pas? C'est vrai. Vous voyez. Et pour être honnête, aux États-Unis, la différence avec ici, c'est que avant, il y avait le boulot. C'est juste que souvent, le salaire n'était pas aussi conséquent après les factures et tout. Mais maintenant, c'est tellement saturé que c'est devenu extrêmement difficile. Ouais. Le conseil que j'ai, c'est vraiment... Parce que sans être long, il y a beaucoup plus de nos frères burkinabés qui reviennent beaucoup plus ici, investir. J'en connais beaucoup, ils ont ouvert des fermes, ils ont fait... Donc, bon, beaucoup viennent, mais pas pour rester. Il y a des gens qui sont là, ils vont dire clairement, moi, mon ambition, je veux aller ouvrir une ferme, ou bien je veux ouvrir une société. Donc, je vais travailler pendant tel nombre d'années, je vais gagner mon argent, et puis bon, je vais rentrer ouvrir. Donc, beaucoup cherchent du capital. Donc, ça dépend de l'objectif, ça dépend de pour quelle raison vous êtes venu. Oui. Il y a des gens qui, bon, c'est les États-Unis qui les fascinent, ils y vivent, ils n'ont pas l'intention de revenir au pays. Bon, ils s'y plaisent. Est-ce que la communauté est solidaire de ceux qui viennent nouvellement? Est-ce que la communauté est bien organisée? Bien organisée, pas encore, mais solidaire, oui. Parce que généralement, quand vous venez, c'est comme je vous avais dit, vous n'avez pas le droit de faire même le petit boulot. Vous n'avez pas le droit. Mais bon, les gens essaient de s'épauler parce qu'on connaît tous la réalité. On a tous été là à un moment donné. Donc, on essaie d'aider et d'accommoder les nouveaux arrivants du mieux qu'on peut. Abdoul Rachid Ouedraogo, merci à vous. Merci beaucoup. Je vous souhaite un bon retour aux États-Unis, mais vous faites la navette entre Ouaga et la Géorgie et Atlanta, avec la finalité éventuellement de pouvoir vous installer définitivement pour le compte de votre pays au Burkina, sans doute. Bien évidemment.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, merci de me recevoir. Merci beaucoup. Ainsi prend fin donc le rendez-vous de ce jour. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, on se dit à la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonsoir chez vous.